Moi, j'avais une question, Sarah, concernant la grande vésicule biliaire que vous observez chez les malades qui ont une CSP. En fait, ça fait aussi partie du phénotype des patients MDR3-, PFIC3. Et donc, c'est quelque chose qu'on observe très clairement chez ces malades. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe en amont pour qu'elles se remplissent plus ou qu'elles se distendent plus, ou est-ce que vous en savez, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors pourquoi, comment ça marche, ça on ne sait pas encore. On a vu qu'il n'y avait pas de défaut de... Enfin, on n'a pas vu de différence sur l'expression des protéines FGF19, des choses comme ça qui réguleraient peut-être la contraction de la vésicule biliaire, mais on n'avait pas beaucoup d'échantillons pour pouvoir voir des différences. Après, on s'est surtout assuré qu'il n'y avait pas de problème mécanique, parce que comme on a des sténoses biliaires chez ces patients qui sont étagés sur tout l'arbre biliaire, on pourrait penser, comme il y a un obstacle sur la vidange de la vésicule avec une sténose du cystique ou de la voie biliaire principale en dessous, c'est pour ça qu'elle se distend. Et non, on a bien montré que les patients qui avaient une grande vésicule, ils n'avaient pas de problème après la vésicule pour vidanger. Donc, ce n'est pas un problème mécanique. Et on ne sait pas encore comment ça fonctionne. Effectivement, si c'est une façon de compenser, de se défendre contre la cholestase que de stocker un certain pool d'acide biliaire dans la vésicule, pourquoi tous les patients de CSP n'y arrivent pas? Peut-être parce que aussi certains ont des vésicules déjà qui ont de la fibrose. Ça, c'est assez peu décrit aussi pour les patients CSP, mais on peut avoir des lésions fibro-inflammatoires dans la paroi de la vésicule biliaire. Donc peut-être qu'on peut imaginer que ce serait un mécanisme de défense d'avoir une grande vésicule, et que certains n'y arrivent pas parce qu'ils ont cette fibrose dans la paroi de la vésicule même. Si vous voulez peut-être compléter. Est-ce que du point de vue histologique, vous avez bien pu analyser les différentes tuniques? Parce que dans la vésicule, il y a aussi une tunique musculaire. On sait que dans certaines pathologies, il y a des anomalies génétiques qui peuvent expliquer qu'il y aurait une hypoplasie de la musculeuse, et puis du coup, ça se dilate, etc. Est-ce que vous avez pu regarder l'histologie des vésicules? Non, alors chez les patients, il y en a peu qui ont été cholestéectomisés. Là, dans les travaux que je vous ai montrés, seulement une dizaine qui avaient eu à la fois la cholestéectomie, l'IRM et le profil d'acide biliaire. Donc pour être bien caractérisé dans l'étude, on n'en avait qu'une dizaine. Mais effectivement, il faudrait regarder l'histologie de nos patients. Et même des souris, en fait, c'est vrai que ces travaux nous ont montré qu'on devrait regarder plus les vésicules des souris dans le modèle de CSP, mais même dans nos modèles de fibrose hépatique, on ne regarde pas toujours la vésicule des souris. Et en fait, maintenant, on essaie de se faire un peu une biobanque déjà de nos souris quand on fait le sacrifice de mettre la vésicule, les acides biliaires de la vésicule de côté, etc., pour pouvoir caractériser. Parce que c'est vrai qu'on ne sait pas très bien, est-ce que les cholangiocytes intrahépatiques qui forment les voies biliaires du foie et les cholangiocytes de la vésicule, est-ce qu'ils ont les mêmes caractéristiques histologiques peut-être, mais fonctionnelles peut-être pas, etc. Donc là, en fait, il y a beaucoup à faire sur ce sujet. Je voudrais juste dire que c'est quand même une bonne idée parce que les acides biliaires sont biorelaxants. Donc je pense qu'on n'avait pas vraiment creusé. Je trouve que c'est une très très bonne idée. Et le fait que ça soit également chez les PFIC3 qui n'ont quand même pas de maladie de l'arbre biliaire extrahépatique, a priori pas trop, je trouve que c'est des arguments très très forts. Oui, donc ce serait la cholestase elle-même qui ferait ça en fait. Peut-être par le TGR5, enfin, il y a des hypothèses. La suite aux prochaines éditions des journées recherche. Est-ce qu'il y a des questions? Juste, Mathias, donc pour revenir sur le déficit en alpha-antitrypsine, donc bien sûr, il y a beaucoup d'espoir avec le siRNA, là, mais bien sûr, la question, c'est sur la fonction respiratoire. Donc, il n'y avait aucun signal négatif dans l'essai dont tu as présenté. Alors là, on est un peu en plus dans le clinique, mais justement, enfin, c'est issu de recherches, bien sûr, précliniques. Effectivement, sur cet essai de phase 2, ils n'avaient pas montré de retentissement sur le VEMS et la DLCO, qui sont des paramètres utilisés par les pneumologues, mais ce n'est pas forcément les meilleurs paramètres à évaluer pour l'atteinte respiratoire. Et puis surtout, c'est une atteinte qui va prendre du temps, qui va être très progressive, donc il faudra plus de recul.
Là, il n'y avait qu'1 an de recul au moment où ils ont publié les résultats, mais là, on est à 3-4 ans de recul maintenant. A priori, il n'y a pas de signal négatif, mais c'est bien sûr ce qui va être surveillé de près à l'avenir. Après, un patient déficitaire en alpha-antitrypsine, il a une concentration à 0,2 grammes par litre. Là, finalement, avec le siRNA, il est à 0,1 ou entre 0 et 0,1. Donc, c'est pas sûr que ça change grand-chose sur la quantité d'alpha-antitrypsine qui est déjà faible pour protéger le poumon. Et puis, il y a la possibilité de traitement de substitution en alpha-antitrypsine qui existent et qui sont une perspective pour compenser cette atteinte respiratoire. Mais c'est sûr qu'on va être vigilant, et notamment s'il prévoit d'utiliser ces traitements chez les enfants, on va être d'autant plus vigilant, puisque bloquer cette synthèse d'alpha-antitrypsine dès le plus jeune âge, il faudra qu'on voit bien ce que ça donne sur le plan respiratoire, mais il faudra des dizaines d'années pour en être sûr. Aurélie. Une question pour Mathias ou Emmanuel, je ne sais pas. Bravo pour ces magnifiques travaux de recherche et de ces cibles thérapeutiques, en particulier pour les transporteurs biliaires BSEP. Est-ce qu'il y a aussi des travaux sur les mécanismes, au contraire, de certaines molécules qui potentialisent des poussées comme les œstroprogestatifs ou d'autres traitements antibiotiques qui peuvent avoir un rôle négatif à l'inverse? Est-ce que vous avez des avancées là-dessus ou pas? On ne travaille pas sur ce sujet-là, pour répondre très brièvement. On cherche déjà à essayer de récupérer les fonctions des atteintes les plus sévères qui sont responsables de maladies. Je dirais que ces mutations, elles n'ont pas besoin de cofacteurs chez nos patients. Alors, c'est sûr qu'il y a sur des patients plus âgés, tu as raison, il y a des cofacteurs, mais pour l'instant, on essaye de gagner un petit peu sur la fonction et le targeting. Peut-être que ça suffira d'ailleurs pour que les cofacteurs ne soient plus responsables d'atteinte, mais on ne travaille pas sur ce sujet-là. Ouais.